Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Le désir a été réalisée le 28 août 2020. Je me suis couché en pensant à l'inconditionnalité et à savoir si je suis vraiment inconditionnel ou non. D'une certaine manière, je pense qu'il est très difficile pour un être humain d'être inconditionnel, car nous sommes nés et avons grandi dans un environnement totalement conditionné. Fondamentalement, nous sommes le résultat de conditions, et peu importe nos efforts, notre être aura toujours besoin de quelque chose qui sera conditionné. La condition principale de tous est de ne pas être émotionnel. C'est de rechercher l'équilibre pour dépenser le moins d'énergie possible. Hier, vous avez appris quelque chose à ce sujet dans votre cours de biologie moléculaire. Ah oui, au fond, toute la vie est organisée dans le but de reposer la plus grande quantité d'énergie, se reposer. Autrement dit, cela se produit au niveau atomique, où un atome dispose ses particules, à la fois neutrons, protons et électrons, d'une manière harmonieuse dans laquelle il n'a pas besoin de beaucoup de force pour se déplacer. Et lorsqu'il rejoint un autre atome pour former une liaison, l'atome, avec une plus grande charge négative, c'est-à-dire avec un des plus grands nombres d'électrons, prendra ou partagera les électrons de l'autre atome. Et c'est ainsi que les molécules sont disposées, en essayant d'occuper tous les espaces. La forme la plus confortable et la moins gourmande en énergie est la structure en tétraèdre. C'est pourquoi les bases de la vie, comme l'eau et le carbone, sont disposées de cette manière, afin qu'ils bénéficient d'un plus grand repos. Ainsi, non seulement vous recherchez le confort, mais que même chacun de vos atomes, dans votre corps et autour de vous, le fait aussi. Oui, d'une certaine manière, pour trouver cet ordre et s'installer confortablement, les atomes partagent des électrons, formant des structures moléculaires. Ainsi, si l'on possède 7 électrons et se sent déséquilibré, un autre atome avec 3 électrons lui donnera celui en trop, laissant ainsi 2 atomes avec respectivement 8 et 2 électrons. Équilibre. Donner et recevoir. Cet échange fondamental de la nature est conditionné. À quoi? Au manque de quelque chose ou au surplus de quelque chose. Elle est conditionnée à la recherche de l'équilibre. Même les atomes savent que pour trouver l'équilibre, l'un doit donner quelque chose à l'autre, ou être ouvert à recevoir quelque chose de l'autre. Le déséquilibre se trouve lorsque cet échange est forcé, brisant les atomes et laissant traîner des protons libres sans rien, seuls. Ah oui, c'est ce que j'ai appris. Un atome a besoin d'au moins un proton et un électron. Le proton chargé positivement et l'électron chargé négativement. Ce dernier tourne autour du proton comme une planète tourne autour du Soleil. L'hydrogène, par exemple, a un proton et un électron. Et il est normal qu'il soit lié à d'autres atomes parce qu'il n'a qu'une seule chose à donner. Mais si l'autre atome, au lieu de partager, l'arrache, le proton se retrouve seul. Et que se passerait-il? Eh bien, plus la quantité de protons libres est grande, plus le composé devient acide. Et plus il devient acide, plus il est nocif pour la vie, provoquant la mort. Tina m'a expliqué que c'est ce qu'on appelle le pH d'un composé, d'un aliment ou d'une cellule. Imaginons que l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone soient des personnes, et nous les appellerons Marie et Joseph. Marie a un beau cœur sensible et un attribut qui est sa voix. Elle a une belle voix et une éloquence parfaite lorsqu'elle communique. Un électron. Lorsque Joseph l'a entendu parler, il est immédiatement tombé amoureux, parce que Joseph n'a pas une voix puissante, mais il a d'autres attributs qui attirent Marie. Joseph est intelligent, fort, protecteur, entreprenant studieux et bon lecteur. 6 électrons. Mais
Il a un cœur très conflictuel, car il ne trouve pas ce qu'il veut vraiment dans la vie. Marie voit en Joseph quelqu'un qui peut protéger son cœur sensible et donner un contenu intéressant à sa capacité de communiquer. Et Joseph voit en Marie la capacité de partager avec éloquence ce dont il a besoin, car tout ce qu'il sait se cache derrière ses complexes, sa timidité et sa désorganisation. Ainsi, chacun de leur côté, ils se sentent perdus, désespérés, dans une recherche stressante, jusqu'à ce que soudain, l'étincelle se produise, qu'ils tombent amoureux, qu'ils ressentent l'attraction de leurs attributs et que les potentiels et les besoins de chacun s'unissent pour créer la vie. De leur union naîtra un projet ou un enfant, la base de la vie organique. Et ils encourageront tous les autres à tomber amoureux à leur tour, créant ainsi une immense société créatrice de vie. Cette histoire est la même pour deux humains que pour deux atomes. Tous deux ont quelque chose à donner et quelque chose dont ils ont besoin. Et lorsque ces besoins se rencontrent, ils s'unissent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver que Joseph, au lieu de tomber amoureux de Marie et de chercher à s'unir à elle, choisisse simplement de profiter de sa capacité et de l'utiliser à son avantage. Il s'empare ainsi de sa capacité à communiquer pour en faire son propre ego et abandonne le cœur sensible de Marie, qui est dévasté et laissé seul et sans voix, tombant dans une profonde dépression qui l'amène à vivre une vie toxique. Alors, quand on parle de couple ou de relations toxiques, c'est la même chose que de parler d'atomes qui volent des capacités, d'électrons qui volent des potentiels les uns aux autres, utilisent les autres, les détruisent au point que le pH monte en flèche, acidifiant la relation, l'environnement. Les gens ne sont qu'un agglomérat d'atomes. Pourquoi agiraient-ils différemment? En devenant plus complexes, nous avons converti l'énergie des électrons en émotions. Nous avons converti les charges positives et négatives des particules en potentiel et en art. Nous avons converti l'échange d'électrons entre molécules en économie sociale et en romantisme. Nous avons converti le concept de chaîne moléculaire en société. Nous avons transformé l'équilibre atomique en éthique et moralité. Nous avons converti la recherche d'électrons en recherche de bonheur et de stabilité. Et nous avons converti la charge atomique en besoin et volonté. Ainsi, nous appelons l'union entre les atomes amour. Waouh! C'est aussi incroyable que frivole de le voir ainsi. Ce n'est pas du tout frivole, que c'est une vision émotionnelle et romantique du point de vue humain paternaliste ou matriarcal. En réalité, c'est beau. C'est la beauté qui unit la logique du micro et du macrocosmos. Ce que je veux dire avec cette explication, c'est qu'à partir de la base de la vie, dans les atomes et leurs particules, les conditions existent. Ce n'est pas une invention humaine, c'est un processus naturel. Nous recherchons tous chez les autres quelque chose que nous n'avons pas, et nous avons tous quelque chose dont les autres ont besoin. Ici, l'inconscient cherchera à s'approprier ce qu'il cherche et qui se trouve chez les autres, tandis que le conscient cherchera à partager en équilibre en respectant le fait que ce que l'autre me donne est un prêt et non une propriété. Les êtres, lorsqu'ils tombent amoureux, cherchent à s'approprier l'autre, car ils considèrent que le potentiel que possède l'autre est ce qui me complète. Sans l'autre, je ne suis rien. Tu te souviens comment on en parlait? Oui, Et si le manque de l'autre implique un vide en moi, alors, quand il disparaîtra, je chercherai des choses qui comblent ce vide qu'il a laissé. Et il existe plusieurs façons. La chose normale est de chercher d'autres atomes d'hydrogène. comment ça se passerait? N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'une personne quitte une relation avec quelqu'un, elle recherche généralement des personnes très similaires à la précédente avec qui s'identifier? Ah oui, le truc typique de répéter la même histoire, encore et encore, avec les mêmes personnages. Voici une réponse plus simple que le fonctionnement du karma. La réponse est que vous êtes un atome avec 6 charges négatives, attributs, liées à 4 atomes d'hydrogène, 4 personnes très chères dans votre vie, qui vous donnent 4 attributs supplémentaires. Mais l'un d'eux s'en va, et ce vide vous pousse à chercher quelqu'un de semblable pour prendre sa place. C'est une chaîne constante dans la vie. Mais, vu de cette façon,
Nous dépendons tous les uns des autres. Nous sommes tous conditionnés aux autres. Et qu'est-ce que tu voulais? Je ne sais pas. Pour être moi-même, pour être libre, De quoi? de la condition, de dépendre des autres, Et pourquoi dépends-tu? à cause de ce que tu viens de dire. Je veux dire, le besoin de l'autre, ce qui me fait aimer l'autre. Est-ce juste une question de combler des vides? À quoi sert alors tout ce dont nous parlons et apprenons sur le fait d'être nous-mêmes, sur la découverte de notre potentiel intérieur? Dis-moi, un atome de carbone seul peut-il créer la vie? Non, Alors, étant toi seul, penses-tu que tu arriveras à quelque chose? non. J'ai besoin de tous les potentiels de la vie. Il y a ici quelque chose que vous devez comprendre et discerner. Je demande, la liberté que vous recherchez et le potentiel de développement de votre être sont basés sur quelle théorie? Votre vision de la spiritualité repose-t-elle sur la liberté des idéaux de la Révolution française? Ou s'agit-il plutôt du type mythe de la grotte de Platon? Ou peut-être se rapporte-t-il davantage à Adam Smith et à sa liberté économique capitaliste? Êtes-vous anthropocentriste comme Ptolémée ou héliocentriste comme Copernic? Waouh, quelle question! Je ne sais pas. Autrement dit, maintenant que vous l'exprimez ainsi, bien sûr, nous avons tendance à fonder la spiritualité sur des perspectives humaines, sur des visions d'événements historiques. Quand on parle de liberté ou de découverte de pouvoir intérieur, on continue inévitablement à penser que nous sommes des individus. Mais, Mais vous ne l'êtes pas. En même temps, vous l'êtes. Dis-moi, quand tu vois de l'eau, vois-tu chacun de ces atomes? Comptez-vous les hydrogènes et les oxygènes? Ou dites-vous simplement de l'eau? euh, De la même manière que lorsque vous voyez la Terre, vous dites humanité. Et vous ne mentionnez pas les 8 milliards d'habitants, n'est-ce pas? Parce que vous reconnaissez que les humains sont un être unique et que les individus sont leurs atomes, avec leurs besoins, avec leurs liens les uns avec les autres, fonctionnant harmonieusement et organiquement, cherchant tous à trouver l'équilibre entre ce qu'ils possèdent et ce dont ils ont besoin. Vous pourrez ainsi comprendre que les grands désirs de l'humanité viennent de se voir séparés, de se croire des individus séparés. En fait, ce n'est pas comme ça. Le fait que chaque atome possède ce dont un autre a besoin ne leur fait pas vivre des vies séparées, mais leur fait plutôt reconnaître que peu importe où ils se trouvent dans le monde, ces autres parties seront dans le tout. Même si elles ne sont pas avec moi, elles en font partie de moi. Lorsque nous parlons de reconnaître le potentiel, nous ne parlons pas du fait que chaque être humain a tout le potentiel pour tout faire par lui-même. Reconnaître le potentiel, c'est comprendre et accepter ce que j'ai et ce qui me manque, et savoir qu'un autre, c'est-à-dire une autre partie de mon grand être, a ce dont j'ai besoin. Et si je partage le potentiel de ce que je suis, tôt ou tard, cet autre atome viendra à moi. Mais si je me cache dans la non-reconnaissance de ce dont je suis capable, ces autres parties ne me verront jamais. autrement dit, ne pas penser que chaque individu est tout-puissant, mais nous considérer comme un organisme commun dans lequel chacun a quelque chose à apporter. Il y a notre potentiel qui profite de qui je suis. Et si je le fais, je découvre la capacité de créer dans son ensemble, comme ce que nous sommes tous dans l'unité. Le concept de l'interconnectivité du je suis, ce n'est pas l'individu, c'est le potentiel de chaque individu uni au tout. Il y a donc des conditions, car rien ni personne ne peut y parvenir seul. Vous-même ne pourriez pas y parvenir seul. Vous avez besoin du plus grand nombre de personnes possible pour y parvenir, car chacune de ces personnes qui vous écoutent et vous ressentent ont leur propre histoire et leur potentiel qui s'active lorsqu'elles rejoignent la vôtre. Et ceux qui ressentent ce vide, Une autre façon de faire face à ce vide que vous avez habituellement dans l'humanité est d'essayer de le remplir d'objets plutôt que des personnes. Et cela se produit lorsque votre être s'interprète comme incapable de donner ou de recevoir quoi que ce soit, lorsqu'il perd sa capacité de connectivité, ce que nous appelons amour.
et devient un manque d'amour-propre. La dévalorisation des potentiels, des électrons, amène votre atome à rejoindre des chaînes plus organiques, comme dans le cas d'un hydrogène cherchant désespérément à combler ce vide dans le carbone en rejoignant un atome d'oxygène, créant ainsi une chaîne sans fin de matière appelée inorganique, alcool. Combien de personnes se tournent vers l'alcool face à une crise amoureuse? Cette réponse ne vous semble-t-elle pas très atomique? Essentielle. Les dépendances en général sont causées par un manque d'interconnectivité, par la croyance qu'ils ne sont pas capables de donner davantage d'eux-mêmes aux autres ou de recevoir. Ils ajoutent donc un nouvel outil à l'équation qui détruit la vie. Addiction à la drogue, à la nourriture, au shopping, tout cela cherche à combler un vide. Au lieu d'exalter ce que l'on a, l'accent est mis sur ce qui manque. Si vous brillez le moins possible, ce dont vous avez besoin viendra à vous. Loi de l'attraction. Ce n'est pas basé sur le désir, c'est basé sur l'être. Ce manque d'amour est ce qui endommage notre être, qui dans notre corps est le plexus, c'est-à-dire le pancréas. Bien sûr, toute maladie du pancréas fait référence à un manque d'amour ou à la capacité de se nourrir, de donner de la valeur aux siens, à l'incapacité de se connecter avec les autres. Pancréatite, cancer du pancréas, diabète, tous dans leurs variantes, parleront des besoins et des lacunes. Eh bien, c'est le pancréas qui génère le glucose, base fondamentale pour nourrir le corps. Le faisant, se sentir complet, vital, avec les ressources pour agir et être soi-même. Je me souviens qu'on m'a expliqué un jour que les personnes souffrant de dépression ou de manque d'amour essayaient généralement de manger beaucoup de chocolat, des choses très sucrées, parce qu'elles manquaient de douceur dans leur vie, d'amour. Comme ton grand-père. Oui, le manque d'amour de sa famille l'a conduit au vide depuis l'enfance, le rendant diabétique, quelque chose d'héréditaire, lorsqu'il s'agit d'une famille qui a connu un manque d'amour génération après génération. Et comment le gérez-vous? Eh bien, beaucoup de chocolat, vraiment beaucoup. Quand j'ai pensé au vide hier soir, j'ai réalisé que cette personne que j'aime tant, je l'aime parce qu'elle avait vraiment quelque chose qu'aucune autre personne n'a réussi à combler, remplissant cette partie vide en moi. Dans mon cœur, cette force qui me faisait sentir que j'étais complet. Comme deux atomes, l'hydrogène et le carbone, qui peuvent créer la vie. Mais lorsque cet autre atome est passé derrière lui, il a arraché, le manque de son électron a laissé un vide en moi, qui est le seul que je n'arrive toujours pas à combler. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Mais c'est la chaîne, non? Le problème est de vouloir. Dans quel sens? Lorsque vous ressentez de l'amour et que vous vous sentez épanoui, tout est en équilibre. Comme les atomes, les particules se détendent tout en dépensant le moins d'énergie possible. Cette stabilité résonante s'appelle l'harmonie. Et en perdant une partie, on crée une dissonance, donc le chaos. Ainsi, la plénitude devient le besoin et l'amour devient le vouloir. Je veux ressentir ce que j'ai ressenti. Je la veux, je le veux. Je vais remplir ma mission ou mon objectif. Je vais être libre, etc. Et vouloir nous conduit à accepter tout ce qui se trouve sur le chemin pour combler le vide. Puis, vouloir devient une addiction. La quête du vide nous empêche de voir ce qu'il y a autour, nos potentiels. Tous les êtres possèdent un vide en eux. L'erreur est de vouloir le combler. Le vide se partage, il ne se remplit pas. Le vide est ce qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tout. C'est ce qui nous relie à nos capacités. C'est ce qui nous permet de ressentir l'amour. Si notre être était plein, nous ne pourrions jamais en savoir plus, en découvrir plus, faire le voyage, la découverte. Comprenez-vous pourquoi il vous a montré la plus grande plénitude et le plus grand vide? Non pas pour que vous le remplissiez d'un amour narcissique que nous appelons aimez-vous en son absence, mais pour que vous découvriez que vous pouvez faire beaucoup plus, ressentir beaucoup plus, vous étendre, grandir, vous développer et aimer beaucoup plus que vous ne le pensez. L'amour de soi se découvre dans la conscience de ce dont je suis capable,
à partir de mon vide. Nous sommes tous unis. Personne ne s'éloigne ou ne disparaît. Tout ce qui est situé ailleurs, et en le cherchant, vous trouvez plus de capacité en vous. Tout comme l'absence de votre Père dans votre vie a été le cadeau qui vous a unis à l'univers et à la liberté de l'être. L'absence de cet amour dans votre vie est le plus grand cadeau pour trouver l'amour en tout. Je suis resté sans voix. Enfin, un peu de silence, ça fait du bien. Hmm. Alors, qu'est-ce que l'inconditionnalité? Connaissez-vous ce sentiment que vous ressentez lorsque vous recherchez des informations sur un sujet sur Internet et que tout à coup, il y a 150 372 articles et pages dont vous en lisez 7 ou 8 et êtes déjà saturé d'informations? Oui, le mal de cette époque, la surinformation. Quand on voit qu'il existe des millions de points de vue sur un même sujet, on se rend compte qu'il n'existe pas une vérité, mais plutôt des millions de visions différentes. Ensuite, vous arrêtez de chercher la vérité et commencez à vous nourrir des perspectives de chacun pour créer la dite vérité. Au lieu de chercher l'amour de votre vie, vous trouvez l'amour chez plusieurs tout au long de votre vie. Au lieu d'acheter une encyclopédie, vous allez à la bibliothèque pour lire différents livres. Au lieu d'étudier un diplôme universitaire, vous voyagez pour suivre des cours à travers le monde. Vous arrêtez de chercher une vérité, parce que vous reconnaissez que personne n'a raison, mais que tout le monde peut nourrir cette vérité et enrichir notre vision de celle-ci. J'arrête d'attendre qu'une personne comble mes vides, et je me nourris de ce que les autres ont à me donner, et je dois leur donner. À ce moment-là, vous vous libérez du concept de condition et vous devenez inconditionnel. Non pas lorsque vous éliminez les conditions, mais lorsque vous les acceptez, toutes, sans être enchaîné à aucune d'elles. Par conséquent, le vide que beaucoup ressentent est la clé de l'inconditionnalité. Car sans le vide, vous ne seriez pas libre dans la recherche de plus de perspectives. Et tous m'aident à me retrouver, à découvrir le potentiel que j'ai à partager, pas pour moi seul, mais pour le je que je suis dans le tout. Voilà, mon ami, l'amour inconditionnel du je suis. Merci pour ça. Merci d'être. Appréciez le vide et n'ayez pas peur d'aimer. N'oubliez pas que le chocolat n'est pas pour tous les jours. Oui, je sais. Continuez à aimer ce que vous aimez, mais arrêtez de l'aimer. Je l'aime, et donc je m'aime. En liberté, je n'ai pas besoin d'amour, parce que je suis amour.